bienvenue dans le podcast Culture PSG du dimanche 6 avril 2025. Alors, je vous rassure, il y a bien l'habituel podcast demain soir. On va revenir sur PSG Angers, le titre, on parlera de PSG Aston Villa, mais on a fait un épisode un peu particulier ce soir. On n'est que deux d'ailleurs pour commencer. Donc Victor sera avec moi. Bonsoir Victor, normalement tu es là. Ouais, Victor, il faut que tu ouvres le micro mon grand, sinon ça va pas marcher. C'est pas très grave. Tu es Salut là? Philo, salut à tous. Voilà, excusez, on Je était en suis train de... là. Tu peux laisser le micro ouvert vu qu'on va être que tous les deux, c'est plus simple. Donc, Victor, vous vous rappelez, était passé il y a quelques semaines nous parler notamment du jeu de position d'Ulis Enrique. Ça va être un podcast que vous aviez beaucoup apprécié. Et en vue de PSG Aston Villa, il a publié sur son Substack. Donc Substack, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une sorte de paywall où les auteurs peuvent publier des articles et les gens s'abonnent pour accéder au contenu. Et outre ces articles sur Sky Sport Suisse, donc, il a beaucoup publié d'articles à propos de PSG Aston Villa, notamment de l'approche d'Unai Emery, qui est un entraîneur que tu suis depuis maintenant pas mal de temps, facile 10-12 ans, puisque il était sur le banc de touche du PSG il y a presque 10 ans déjà. Et globalement, on a donc décidé de faire un podcast un peu de complément à ce qu'il a pu publier, ce qui va être publié sur Sky dans les prochains jours aussi, ce dimanche soir pour un peu commencer déjà à se mettre dans ce PSG Aston Villa. On me demande est-ce que quelqu'un veut ramener les petites bouteilles d'eau. C'était une scène extraordinaire. C'était la conférence de presse avant Monaco PSG d'août 2016 de mémoire, puisque ça faisait partie des rares conférences de presse où j'étais et je me rappelle encore. Donc le podcast va quand même être très centré, je préfère vous prévenir, sur l'entraîneur Unai Emery, son équipe d'Aston Villa aussi, ce qu'elle va opposer probablement au PSG, parce que tous les entraîneurs ont quand même des repères tactiques et autres. Et voilà, on va évidemment parler du PSG, mais il faut bien réaliser qu'on sera surtout orienté adversaire ce soir. Oui, je le répète, il y a podcast demain soir avec les habituels. C'est un épisode spécial en plus, c'est cadeau, c'est la famille. Victor, de ton côté, donc je t'ai à peu près présenté correctement, me semble-t-il. Tu me disais tout à l'heure quand on évoquait les différents thèmes, il faut commencer par faire un rappel un peu du coach qu'est Unai Emery, parce qu'on l'a vu au PSG pour ceux qui se rappellent, donc il a été sur le banc parisien de l'été 2016 à l'été 2018. Il a donc été le coach de la fameuse déculottée de Barcelone, mais il est aussi le coach qui a le premier eu entre ses mains Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, ce fameux quatuor qu'il a lui aussi eu du mal à faire marcher. Victor, sa carrière est loin de se résumer à ces 2 années au PSG. Est-ce que tu veux un peu développer sur l'entraîneur qu'est Unai Emery? Oui, et je partirai aussi de ce match PSG-Barcelone parce que, comme tout le monde, j'avais un petit œil sur ce qu'Unai Emery faisait à Séville, mais ça n'allait pas plus loin que les habituels lieux communs qui lui sont adossés, gros pressing, etc., etc. Donc, dans ce triple article, je parle que de l'animation offensive. Et en fait, le moment où j'ai commencé à m'intéresser au travail d'Emery, bah, c'est tout simplement au moment du 4-0, parce que c'est vrai que c'est le coach de la remontada, mais c'est aussi le coach du 4-0, qui est peut-être Ah bah, un des plus grands matchs, voire le plus grand match de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe. on peut le dire, hein, Et en 3 semaines, il a fait le meilleur et le pire. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Mais repartons du meilleur, du 4-0 donc. c'est ça, et malgré tout, c'est un peu caractéristique aussi d'Emery, parce que dans cet article, je parle que de l'animation offensive, et je pars d'un d'un postulat qui est qu'Emery, pour moi, est vraiment le meilleur micro-tacticien au monde. Donc micro-tacticien, c'est un terme un peu pompeux qui veut dire capacité à adapter son schéma par rapport à celui de l'adversaire. Et bien évidemment, tous les coachs de très haut niveau font de l'adaptation tactique, surtout en ce moment, dans les années dans lesquelles nous sommes. Mais Unai Emery, je pense que c'est vraiment le meilleur quand il s'agit de bidouiller son équipe sur une seule phase, sur un seul aspect du jeu. Et donc, pour partir de ce PSG Barcelone 4-0, c'est vraiment l'animation offensive ce soir-là du PSG qui était juste parfaitement adaptée à l'animation défensive du Barça de Luis Enrique à l'époque. Et en fait, ce match m'a mis une telle tarte. Pour ceux qui me suivaient à l'époque, je fanfaronnais pas mal sur le Lucho FC, etc. Et j'annonçais une catastrophe pour le PSG. Évidemment, je me suis pris une tarte monumentale devant ce match. Et derrière, je me suis plongé dans l'univers d'Emery. Et, euh, et au fil des années, bah, j'ai essayé de comprendre ce qu'il faisait. Et là, du coup, bah, comme Paris joue contre Aston Villa, je me suis dit que c'était le moment
idéal pour mettre tout ça en perspective et essayer de tirer une conclusion synthétique des 3 matchs que j'ai analysés d'Emery, parce qu'il y a 3 matchs en gros qui sont hors actualité, même s'il y en a un avec Aston Villa, et derrière on bascule sur le Villa actuel. Et en fait, ce match contre Barcelone, ce qui est fondamental à comprendre, donc pour remettre dans le contexte, à l'époque, Luis Enrique il défend en zone. Il n'y a rien à voir avec la façon dont il défend maintenant, puisque le Ouais. PSG est plutôt sur un marquage individuel au cœur du jeu. Et si vous vous souvenez, l'Espagne, notamment à l'Euro 2020, défendait comme ça. Et il y a fort à parier. Et d'ailleurs, au match retour, le Barça défend en marquage individuel. Parce qu'au match aller, ils défendent avec un 4-4-2 très zonal, très compact, qui oriente l'adversaire à l'extérieur. Et en fait, pour moi, c'est la synthèse un peu de cet article. La spécificité d'Emery, c'est qu'il va là où on l'emmène. Et ce soir-là, on se souvient de ce premier quart d'heure du PSG où personnellement j'ai vite senti que mes prévisions allaient être contredites par la réalité. Le Il y a grand cette action retour. notamment où, Le grand retour où sur Terre. Kurzawa, ouais, la bonne baffe qui fait du bien et qui fait progresser parce que ce soir-là, franchement, j'ai changé ma vision du foot et elle a évolué, et je pense dans le bon sens. Et on se souvient dès le début du match que le pressing du Barça va voler en éclats. Et moi, il y a une action à laquelle je pense tout le temps et que j'ai mis bien entendu dans l'article. À un moment, Kurzawa, il reçoit le ballon dans les pieds sur le côté, avec sa main gauche, il indique la largeur, alors que lui-même est déjà large. Donc le prérequis numéro 1 du jeu de position, sur les mêmes lignes verticales, horizontales, ça va direct à la poubelle avec Emery. Kurzawa et Draxler étaient larges, et du coup le Barça ne pouvait plus produire ses habituelles prises à deux sur le côté, et le PSG, en entassant des joueurs du côté de la balle, on se souvient de ces joueurs en appui remise avec Draxler, Matuidi, etc., va constamment libérer quelqu'un face au jeu, et de l'autre côté, il va complètement défigurer son équipe avec un Di Maria qui vient carrément en plein axe, et le Barça va être complètement mis dans le vent par la façon dont le PSG sort de son pressing. Et Lucho va complètement changer son fusil d'épaule, non seulement au match retour, mais aussi sur tout le reste de sa carrière. C'est ça qui est intéressant. Et il y a fort à parier que ce match l'a absolument traumatisé et que derrière, il a changé son fusil d'épaule d'un point de vue défensif. Et d'ailleurs, même dans l'avant-match, Lucho avait déjà dit à l'époque que Emery était redoutable dans l'adaptation à l'adversaire. Et quand on regarde son palmarès et son record dans les coupes, on comprend pourquoi. Bah, pour ceux qui ne le savent pas, Unai Emery est quand même l'un des entraîneurs qui a gagné le plus de Coupes d'Europe. Alors ça n'a jamais été la Ligue des Champions parce qu'il a, à l'exception du PSG, pas vraiment eu les effectifs pour le faire, mais il a quand même gagné combien? 4 fois l'Europa League, plus une finale avec Arsenal aussi. Donc c'est quand même un grand spécialiste des compétitions européennes où tu as le petit ajustement qui fait la différence à l'aller et re-ajustement au retour pour continuer d'avoir l'avantage ou au contraire le creuser ou se faire rattraper. Tu as fait donc ce rappel important sur le fait que Unai Emery est un entraîneur qui justement quelque part prend ce qu'on lui donne. Ça, ce que tu as bien expliqué, à savoir le Barça voulait que le PSG à l'époque passe par les côtés. Unai Emery a dit bah écoutez, vous voulez qu'on passe par les côtés, on va passer par les côtés, et ils se sont pris une rouste. Là, pour revenir un peu sur le présent, donc ce PSG Aston Villa. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose que le commun des mortels n'a pas forcément bien saisi, à savoir, tu dis aujourd'hui le PSG dans son animation défensive a plutôt une approche de marquage individuel. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Parce que la dernière fois on avait beaucoup parlé animation offensive. Est-ce que tu peux rapidement décrire l'animation défensive de ce PSG là justement aujourd'hui? Ce que fait Paris, on a le terme technique, c'est zone mixte, mais on pourrait dire marquage mixte. Je crois que les Anglais d'ailleurs disent mix marking. En gros, le PSG défend en 4-3-3, mais tout dépend de l'adversaire. Si l'adversaire a un milieu en 1-2, le PSG va se calquer et être en 2-1. Et si l'adversaire n'a qu'un cœur du jeu à 2, le PSG va déformer son schéma de façon à se calquer sur l'adversaire. Alors, on pourra aussi parler de la phase pression haute, qui est très très importante avec le PSG, qui est souvent mise en pratique. Mais par exemple, contre Liverpool, qui jouait donc avec Gravenberch, plutôt le joueur le plus bas, McAllister et Zoboslai, et ben naturellement, Vitinha était sur Zoboslai, Fabian Ruiz était sur Gravenberch, et João Neves était sur McAllister. Et ensuite, au niveau des attaquants, il y a un jeu de coulissement pour rester au contact du ballon, puisqu'ils sont à 3 contre 4. Et ce qui est fondamental, c'est que on appelle ça zone mixte, parce que le milieu est en marquage individuel, mais la défense, elle, est en zone.
Et on le voit puisqu'elle pratique ce fameux hors-jeu qui est souvent pointé du doigt et que certains adversaires ont un peu exposé, comme par exemple l'Arsenal. Même Angers ce Mais week-end. Angers oui, nous a pris une fois ou deux à revers. T'es là genre, oh là là, va falloir s'ajuster un peu mieux les amis là, parce que ça va pas pardonner quand ça sera pas Esteban Le Paul devant quoi. Enfin bon, je t'en prie, continue. je t'en prie. Et du coup, pour se placer d'un point de vue positif, avant d'envisager la manière dont Aston Villa va bien évidemment essayer de faire dérailler tout ça, l'objectif de l'entraîneur, c'est de prendre les avantages de la zone, donc une équipe courte verticalement qui va vite mettre les attaquants hors jeu et qui perd pas trop sa structure, et en même temps la dimension proactive du marquage individuel, parce que t'as beau être en zone, si t'es à 70 cm de Draxler le soir du 4-0, bah ça suffit pas, il joue vers l'avant, et l'alignement de Piqué ou Mtiti, c'est une autre histoire derrière. Donc c'est une approche mixte, on essaye d'avoir les avantages du marquage individuel, donc plus d'activité, hein, gagner les duels, et les avantages de la zone, qui est une approche plus spatiale par rapport au ballon et au but. Tiens, dernière question un peu qui dérive, mais vu la façon dont le PSG contre-presse très très fort, très haut sur le terrain, t'es quelque part obligé d'avoir comment dirais-je, une orientation individuelle au milieu de terrain et en attaque. C'est pas possible sinon. Ça peut pas coller quoi. Il peut y avoir des passages, des transitions avec une défense en zone, mais c'est vrai que il y a toujours besoin d'avoir une certaine similitude entre le schéma d'attaque et le schéma de défense. Et d'ailleurs, Paris fait en sorte que ce que les schémas, comment dirais-je, ils organisent le schéma d'attaque pour bien transiter vers la défense. On en avait parlé un peu lors de la discussion qu'on avait eue sur l'animation offensive d'ailleurs. On voit que Fabian Ruiz, il est toujours placé à un endroit pour transiter de façon cohérente. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Sur l'animation défensive du PSG, t'as posé globalement les bases. Les 4 de derrière jouent la zone plutôt. Le milieu de terrain, les attaquants, et parfois Hakimi aussi, qui est un peu entre les deux, vont plutôt avoir une approche marquage individuel. Côté Aston Villa, qui va donc venir au Parc des Princes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Aston Villa, pour schématiser, attaque, enfin, se positionne en 4-2-3. Une ligne de 4 très classique derrière, digne. Konsa, Mings et à droite Matikash, qui joue pour la Pologne malgré son nom. Au milieu de terrain, un double pivot qui sera probablement Tillmans et Bouba Camara, l'ancien Marseillais. La ligne de 3 devant avec un milieu offensif qui sera probablement... En gros, dans les actions, il y aura McGinn qui est le capitaine et un peu l'âme de l'équipe. Sur le côté gauche, ça sera plus probablement Rogers ou... Oui, non, pas Rogers sera peut-être plutôt à droite. Et à gauche, son nom m'échappe, le petit jeune dont le... Ah, tu l'as en tête, Victor? Ramsey, tu veux dire? Ouais, voilà, Jalen Ramsey. Et devant, ce sera Rashford ou Watkins. Plutôt Rashford, parce que Watkins est en délicatesse. Est-ce que tu peux expliquer comment tu imagines justement Unai Emery peut-être tordre ce système, parce que c'est un peu ça, Unai va tordre son système, comme il le fait toujours, pour exploiter ce que les Anglais appellent les mismatchs. On me demande est-ce qu'Asensio sera sur le banc? Probablement au coup d'envoi, et il a rarement débuté avec Aston Villa. Vas-y, je t'en prie, à part si tu veux introduire autrement Aston Villa. Ouais, alors pour la fois, je t'ai envoyé une petite capture pour l'animation défensive. S'il y en a qui veulent avoir des repères visuels plus Je mets précis, ça entre tout de guillemets, on voit les trois suite. marquages. D'accord, je mets ça tout de suite. Je te laisse développer un peu Et sur Aston Villa, qu'est-ce qu'on peut attendre à cet instant. alors du coup, dans l'article, le troisième match que je prends, je commence donc face à la zone de Luis Enrique, ensuite face à la mix de Nagelsmann, un des coups les plus incroyables aussi de Emery, et qui va se rapprocher à mon avis de ce qu'il va essayer contre Paris, puisqu'il y a des marquages. Et ensuite, je pars du premier match de Unai Emery en Première Ligue, c'était donc face au Manchester United de Ten Hag, qui commençait à dérailler, mais qui était quand même une équipe compétitive. Et pour ceux qui se souviennent, Ten Hag, donc avec l'Ajax, il pratiquait la même animation défensive que le PSG. Van de Beek et ses copains au milieu, ils se calquaient sur l'adversaire. Et donc, lors de ce match Aston Villa United, donc Emery a quelques jours pour préparer ce match, il est débauché littéralement par Aston Villa. Et ben en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place quelque chose qui correspond à son modèle entre guillemets macro, son modèle de base. Il va faire un carré. Et, et ce carré, c'est ce qu'il y a à attendre avec Aston Villa. C'est pas si compliqué que ça. C'est qu'en gros, là où l'adversaire va mettre 3 joueurs qui vont être opérationnels pour défendre, lui, il va en mettre 4
Mais ce qui est intéressant quand on regarde notamment ce que fait Aston Villa ce soir-là, et je pense vraiment que c'est un match référence pour deviner entre guillemets ce que Paris va faire, c'est la façon dont il va complètement déformer son équipe. Et je vais t'envoyer une petite capture, Philo. Hop. Alors, elle est un peu gribouillée, mais peu importe. Il n'y a pas de problème, attends, je vais repasser dessus alors, je vais vous faire ça là, on est dans les summums de la technique les gars là. Faut pas... Alors, attends, est-ce que j'ai reçu... Ah oui, attendez. Ah là là. Voilà, c'est bon, j'ai reçu. Ah là là. Donc là, l'image... Vas-y, je t'en prie. Là, j'étais encore sur le marquage en zone du PSG. Mais t'inquiète pas, ça va arriver. Donc, vas-y. Explique rapidement ce que tu veux dire. Donc, il y a 3 Mancuniens et Aston Villa va dire, bah nous, on va attaquer à 4, quoi. Sur l'image qu'on voit là actuellement Liverpool PSG, les câbles orange que je dessine, c'est les câbles de marquage individuel. On voit bien les regards, les attitudes des joueurs qui cherchent leurs hommes. D'ailleurs, Liverpool va envoyer un long ballon à Szoboszlai, c'est aussi une façon de gêner cette approche. Et sur l'image suivante, en fait, ce qui se passe ce soir-là, Aston Villa, il joue avec un double pivot cet après-midi-là. Douglas Luiz, De Donker. Donc Douglas Luiz, celui qui est dans la surface, c'est le 6 gauche. Et De Donker, c'est le 6 droit. Qui est à droite. Le joueur à l'intérieur. De Donker, pour ceux qui ne le voient pas, il est juste derrière, il est collé à Van de Beek sur le petit côté droit là. Voilà, à côté de Mathieu. Je dirais même plus, c'est Van de Beek qui est collé à lui. Et en fait, De Donker, il est en train de le dégager, il est en train de l'emmener loin de sa zone. Et le joueur qui a le numéro 41, qui est au centre du terrain, qui est pris par Eriksen, c'est Ramsey, qui est le milieu droit. Donc là, en fait, on a un milieu à 4 qui va se transformer en losange. Enfin, c'est même pas un losange, c'est un entassement de joueurs. Et le quatrième homme, entre guillemets, j'aime bien cette expression, c'est Emiliano Buendia, qui était un joueur important à l'époque pour Aston Villa, donc qui est milieu gauche sur le papier, mais comme vous le voyez, milieu gauche, ça veut absolument rien dire. Et je fais une petite pause PSG pour que tout le monde se souvienne de la finale de la Coupe de la Ligue, par exemple, contre Monaco en 2017. Di Maria Draxler, gauche-droite, c'est très relatif. Hein. Ah oui, il joue demi-espace les deux, voire axial. Et d'ailleurs, Draxler, il subit la faute de Umtiti, pareil, half-space, gauche du Barça, droit du PSG. Et donc là, on est dans le cas typique d'entassement, Unaiesque. L'entaillement, c'est en cas de défaite, et qui fait qui produit une zone libre. Mais qui produit un homme libre. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est ce qu'il y a en haut à droite de cette image. Donc on le voit avec Leon Bailey. Et c'est pas des choses faciles à voir parce que sur le direct, en plus, la caméra elle est serrée. Bailey, c'est pas l'ailier droit, c'est l'attaquant droit. Et ce qu'il fait là, c'est qu'en fait, il va fixer Luke Shaw pour l'empêcher de venir prendre Ramsey et d'aider les milieux de terrain. Et Ramsey, il va bien prendre soin d'aller le chercher, Eriksen. Donc en fait, je pense qu'Emery, ce qu'il fait, et là, je pense pas être dans le fantasme de blogueur tactique, c'est qu'il essaye d'identifier les zones préférentielles des défenseurs en zone mixte. Parce que, comme je l'explique dans l'article, pour faire notamment des prises à deux, c'est-à-dire pour travailler ensemble, il faut quand même avoir des repères. Mais quand tu es Nuno Mendes, tu sais que Fabian Ruiz, il va venir t'aider pour la prise à deux. Tu sais que Vitinha n'est pas trop loin. Et sur cette capture, on voit que Casemiro, il se retrouve le milieu le plus haut. Et en fait, c'est ça qui fait Emery. Il fait en sorte de casser la structure. Il utilise des marquages. Et du coup, alors, Philo, tu nous dis que Watkins est plutôt incertain sur le match aller. Qui ça? Rogers, Watkins est incertain sur le match aller. Ouais, Watkins depuis pas mal de temps des petits problèmes de santé. Il est aujourd'hui plutôt remplaçant côté Aston Villa. Et dernièrement, justement, il a mis Rashford en pointe parce que Watkins est pas à 100% physiquement et a du mal à se retaper. Donc ça serait du coup, il y a. Oui, Watkins a joué le dernier match, mais aujourd'hui, il est plutôt remplaçant. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Je t'en prie. Du coup, ce que tu dis, c'est entre guillemets, ça pourrait changer le côté fort d'Aston Villa. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais plutôt, je vais t'envoyer la capture, c'est que je pensais que ce rôle de joueur collé à la ligne qui fixe le latéral, il allait être donné, comme ça a été le cas notamment contre le Club Bruges et comme ça a été le cas de façon très nette contre le Liverpool, à Rashford, qui évidemment dans le genre, je suis à la fois un ailier et un joueur attiré par le but, c'est certainement le joueur qui a le plus cette caractéristique dans Aston Villa. Donc dans un premier temps, je vais t'envoyer cette capture et on va pouvoir voir ce que ça pourrait donner avec cette approche-là.
pour Villa, on entend les petits clics de la capture d'écran. Il n'y a pas de souci. Cher Liver, nous sommes Entre aujourd'hui, nous. on est sur la palette tactique. Hein. Là, il y a Doudous qui est jaloux. Hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Victor a quand même passé un certain temps à tout décortiquer, à vous faire tous les trucs. Toutes les flèches, c'est pas fait au hasard. Hein. Loin de là, c'est plutôt du. C'est un travail, Ah, mais c'est un un vrai travail boulot. 100% artisanal. Tout à fait. Et Alors attendez, par contre là le problème c'est que ton truc que tu m'envoies est tellement large que j'ai des fois du mal. Alors attendez, alors tout en bas, Vas-y, c'est bon. J'ai sauvegardé, regardez, voilà. C'est à peu près en place. Vous voyez, donc Tyron Mix, qui est le central gauche, est avec le ballon, et là tu as défini les possibilités de relance, c'est ça? en fait, là, ce qui est intéressant, et là, on est dans le mouvement typique Emeryesque, parce que par rapport à ce qu'on peut voir contre des 4-3, on peut attendre ce schéma. Euh, que fait Rashford à ce moment-là? Son rôle, c'est d'être une menace, bien sûr, une menace qui peut être mise à exécution pour Hakimi, mais en fait, Rashford, là, il empêche Hakimi de sortir. Et pour revenir à l'idée directrice de Emery, donc on a dit, Emery, il va là où tu l'emmènes. On a dit donc Paris Saint-Germain, je sais même pas si on l'a dit d'ailleurs, Luis Enrique 2025, contrairement à Luis Enrique 2017, il t'emmène à l'intérieur. Donc là, ce que fait Kvaratskhelia sur cette action, il coupe la passe entre Digne et Mings. Ce que fait Dembélé, c'est la même chose, et ce que fait Barcola, c'est la même chose. Vu qu'on sait qu'on a des marquages à l'intérieur et qu'on est fort à l'intérieur, on courbe notre course de pressing pour forcer la passe à l'intérieur. Et jusque-là, c'est plutôt logique. Et ce que En fait Emery face à direct, cette attends, approche, juste pour préciser, pendant que tu commentes, en direct, je leur fais les schémas et tout, donc vas-y, je tente de te ah oui, suivre, mais c'est pas pardon, j'avais facile. pas vu. Non, non, mais vas-y, continue. Donc, tu disais approche individuelle des trois attaquants, et après le milieu tente de suivre, c'est ça? Oui, approche orientation intérieure des trois attaquants qui font en sorte d'orienter le ballon vers le cœur du jeu, là où les marquages les attendent. On peut considérer que c'est une approche proactive, contrairement à l'approche réactive de la zone qui t'emmène dehors et qui te fait faire le U entre guillemets. Parce que c'est une approche qui est trop dangereuse et les joueurs peuvent créer depuis partout. Et donc là, on voit que ça, c'est un scénario qui me semble tout à fait possible, parce qu'en fait, si on doit se transposer avec ce qu'on a vu d'Aston Villa, moi, ce que j'ai remarqué ce soir-là, c'est que De Donker et comment Douglas Luiz venaient souvent les deux du même côté. Ce qui fait que là, par exemple, sur cette image, on voit que McGinn, qui est donc le 8 droit la plupart du temps, il emmène Fabian Ruiz sur le côté gauche du terrain, point de vue Aston Villa. Et du coup, si Ramsey rentre à l'intérieur, eh ben Vitinha, il va bien être obligé de le prendre. Et du coup, en fait, si on doit synthétiser, on peut penser qu'il y aura deux joueurs dans la zone de Vitinha et que là, en l'occurrence, ça ouvre une passe pour Asensio parce que la menace Rashford, c'est aussi une menace pour Beraldo parce qu'il va bien falloir qu'il couvre Hakimi. Et derrière, si le pressing est cassé, bah Matty Cash, il va se projeter. Donc, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est Aston Villa qui va surcharger le cœur du jeu pour trouver un marquage en plus. D'accord, d'accord. Non, mais j'étais en train de. J'espère que vous avez suivi. Matikash, c'est donc l'arrière droit pour ceux qui ne suivent pas. Et effectivement, euh, le joueur qui à l'époque était Buendia deviendrait Asensio ou Rogers dans ce cas-là, ou McGinn. Enfin, en tout cas, si je comprends bien l'idée qui est derrière, qui est souvent développée par Unai Emery, à savoir créer ce quatrième milieu de terrain après avoir fixé tes trois milieux de ton côté, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut penser que le PSG qui va regarder Villa, parce que tout le monde ne regarde pas Aston Villa tous les week-ends, bien entendu. Asensio, depuis qu'il est à Aston Villa, il est en feu dans ce rôle de numéro 10. Tous les ballons passent par lui. Le match aller à Club Brugge, il est remplaçant, il rentre sur le terrain, ça glisse et il casse le pressing. Et étant donné que les adversaires commencent à avoir identifié ce schéma, il y a fort à parier que le joueur qui va venir se joindre à Asensio dans le carré, donc probablement l'ailier droit ou l'ailier gauche, Hmm. serait potentiellement l'homme libre. Et ce qui est, je trouve, on va pas dire inquiétant pour Paris, mais ce qui fait qu'il faut vraiment prendre Aston Villa au sérieux, c'est que Paris, pour revenir à Paris, applique vraiment une pression totale. Les 20 premières minutes contre Liverpool et même toutes les phases de pressing haut, on a littéralement Vitinha, défenseur central gauche, Marquinhos, défenseur central droit, Pacho, défenseur central droit, Marquinhos, arrière droit, Hakimi, milieu droit, dans une pression qui est totale. Il n'y a pas d'homme libre en face, sauf Ah le oui. gardien. Et Villa, en fait, c'est pas du bluff. Ça veut dire que si tu leur fais la pression totale, et ils l'ont montré notamment contre Manchester City, surtout le deuxième but, ils ont les armes pour jouer dans la profondeur, notamment avec Rogers, qui est un joueur d'une grande puissance
Et vu que eux aussi, Villa, ils vont faire une analyse détaillée du PSG, ils savent la propension qu'a le PSG, par exemple, sur cette action-là, à faire monter direct Beraldo. Ouais. Donc, Hakimi, Et si je peux sur me un registre où permettre, il a été en difficulté contre Coman, vas-y, attention. vas-y, vas-y, fini, vas-y. Ouais, je voulais juste finir, Hakimi, dans un registre où il a été en difficulté, notamment contre Coman, attention à sa capacité à se couvrir lui-même, même si je pense que Paris va essayer de se prémunir de tout ça. Mais si Paris n'est pas armé pour faire face au jeu direct, Villa, c'est pas du bluff. Ils vont jouer direct. Pour compléter ce que tu dis, pas plus tard que ce week-end, donc Aston Villa recevait Nottingham Forest, excellente équipe, hein, tu pourrais parler du travail formidable de Nuno Santo à la direction de Forest, se fait prendre, long ballon de Tillmans, avec appel de Rogers qui jouait côté gauche, entre le central droit et le latéral droit, contrôle, but. Vraiment l'action où tu sens la prise de profondeur, et c'est une action, quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai pensé, oh là là, Hakimi Beraldo pour gérer ce genre d'appel, ça peut être très très problématique. Et je pense que d'ailleurs dans les joueurs qu'on connaît peu en France, mais qui sont vraiment excellents, Rogers c'est un vrai poison par rapport à sa capacité. Déjà il est puissant et c'est pas un truc que le PSG sait bien gérer, mais en plus il se déplace bien, techniquement il est bon. C'est un joueur qui explose un peu sur le tard, mais qu'il faut franchement considérer. Tu vois, dans le rôle du quatrième homme dont tu parlais tout à l'heure, si c'est pas Asensio, moi je verrais bien Rogers prendre ce rôle par exemple. Je sais pas Victor ce que tu en penses, mais il me paraît largement avoir les capacités pour être en mesure comme ça d'occuper cette position bâtarde entre les trois milieux et les quatre centraux et les quatre défenseurs qui jouent eux cette zone dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, et puis c'est tout à fait possible, surtout si Rashford joue avant-centre et qu'on a un milieu droit qui vient dans le cœur du jeu. À ce moment-là, Rashford deviendrait un faux ailier droit. Et juste pour ouvrir une petite parenthèse, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous pu ressentir quand on a suivi ça, pour ceux qui, je pense qu'on se regarde tous les quarts de finale de la Champions League. Gérard Moreno, à Villarreal, c'est l'attaquant axial droit. Et toutes les actions où il fait du dégât contre le Bayern, il est littéralement ailier droit dans un plan absolument incroyable avec un véritable carré au milieu de terrain tout entassé, Danjuma tout à gauche et Moreno tout à droite. Mais encore une fois, pour la simple bonne, enfin, dans la simple perspective de la compréhension de l'adversaire. Il a fait ça pour embêter Davis. Et il a fait ça pour embêter Pavard, pour l'empêcher de sortir. Et Emery, Alors, il t'empêche de faire ce que tu veux faire, en fait. Il ouais, fait pas lui, il fait par rapport à toi. juste pour ceux qui n'ont pas la référence, tu parles du quart de finale aller ou retour de Ligue des Champions de 2020 entre le Bayern et Villarreal, quand Unai Emery était à la tête de Villarreal. Parce que c'est pas 2020, pardon, 2021 ou même 2022, je sais plus. Mais bref, 22, ouais. voilà, 2022, où Villarreal gagne 1-0 à l'aller et va faire 1-1 à l'Allianz Arena et élimine le Bayern. Et ce jour-là, Unai met défense à 4, le double pivot qui est le marqueur de toute la carrière d'Unai Emery. Ces deux milieux offensifs excentrés sont en fait au corps du jeu, à savoir Lo Celso qui est central droit et Coquelin qui est central gauche. Et ces deux attaquants, comme tu l'expliques, ne sont pas finalement des attaquants axiaux, mais ils jouent en fait avec deux ailiers et pas vraiment d'attaquants axiaux en fait. Et ils jouent Exactement. 4-2-2-2, mais au lieu d'avoir les deux milieux offensifs qui sont à l'ancienne, les deux un peu excentrés, allez, côté voire demi-espace, et ben là, eux, ils sont axiaux et les deux attaquants ne sont pas axiaux, mais ils sont carrément ailiers. Et ce dispositif va totalement perturber le Bayern, qui a une approche très agressive au milieu de terrain d'un point de vue animation défensive, et va totalement les empêcher parce que justement les deux latéraux, que sont Pavard à droite et Davis à gauche, sont totalement gênés par la présence des deux ailiers en disant mais non, si on sort sur le joueur devant nous, on laisse les deux ailiers partir seuls vers le but avec nos deux centraux. Donc à l'époque ça devait être Upamecano, bon bref, peu importe qui c'était, se retrouve De lire, c'est pas mécano. voilà, les quatre défenseurs en fait se retrouvent bloqués à gérer deux joueurs seulement. Et d'où, bah, avec deux mecs devant qui en gênent quatre, tu as forcément un déséquilibre qui se crée au milieu de terrain. Et Unai Villarreal va totalement profiter de ce déséquilibre créé au milieu de terrain pour sortir le ballon et ensuite attaquer la profondeur, notamment par Gérard Moreno. Et je crois que c'est lui d'ailleurs qui marque à l'Alliance, ce bon Gérard. Je sais plus qui marque. C'est Chukwueze qui marque Ah mais il fait un oui, poteau Moreno à l'aller. c'est ça, c'est ça. Voilà. Euh, Concernant Et tout. je t'ai envoyé les photos, Vas-y. juste une petite incise sur ce match, parce que on parle pas du PSG, on parle pas de Villa, mais en vrai, on parle plus que jamais d'Emery, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je trouve, de préciser sur ce match,
Et deux choses. Déjà, on se répète et peut-être qu'on est un peu dans les superlatifs, mais là, je crois pas que ce soit excessif. Unai Emery est vraiment quelqu'un qui déplace des montagnes. C'est la plupart des entraîneurs de haut niveau, s'ils ont fait un quart de finale de Coupe de la Ligue il y a 4 ans, en discutant 1 heure avec eux, tu vas vite le savoir. Emery, ce qu'il a fait ce jour-là, c'est absolument incroyable. Le Bayern avait fait 18 points en poule et l'année suivante, ils ont refait 18 points en poule. Ils sont allés pulvériser l'Inter qui ressemblait à une petite équipe ce soir-là en phase de poule. Villarreal, en fait, ce qui est intéressant pour revenir à ce match, c'est que Villarreal, il pressait avec une sorte de 4-1-3-2. Et du côté de la balle, le marquage était serré, du 6, et l'autre 6 venait resserrer, et le milieu côté opposé venait resserrer à son tour. Il y avait un tout petit espace à l'opposé du ballon. Voilà, en fait, je vais vous montrer, je vais vous faire des traits sur la palette en même temps. Ce que dit Victor, c'est qu'on a donc un 6, là c'est celui en plein milieu qui est le 6 de balance. Si je me trompe pas, Victor, tu me corrigeras, qui est, je crois que c'est Musiala ce jour-là. Juste à côté, au-dessus, vous voyez, il y a Kimmich qui suit Coquelin. Juste au-dessus, voilà, je voulais entourer. Et ce que vous dit Victor, c'est que l'ailier gauche, donc Kenyabri, va jouer intérieur, va jusqu'à marquer le milieu défensif droit qui est Etienne Capou. Voilà. Et en fait, ce que Victor explique, c'est que le Bayern est une équipe qui est très agressive défensivement. Il va chercher en fait à bloquer très haut. Sauf que si vous regardez Villarreal, bah là vous avez en plus un marquage tout seul avec c'est Parreiro, c'est Dani Parreiro qui est dans le dos de Thomas Müller. Et vous voyez, il y a un mec tout seul en bas qui s'appelle Giovanni Lo Celso. Là, je vous l'entoure en blanc, comme ça vous pouvez pas vous tromper. Regardez, il est là. Et en fait, la présence des deux ailiers sur les côtés, à savoir Gérard Moreno dont on vient de parler à droite et Danjuma à gauche, en fait fixe Davis et Pavard. Et donc Lo Celso se retrouve forcément tout seul parce que Davis, s'il va vers Lo Celso, il y a un problème, c'est qu'il lâche complètement Gérard Moreno. Et évidemment, vaut mieux marquer un ailier qui peut faire le but qu'un milieu de terrain. Et pareil de l'autre côté, Pavard ne peut pas se permettre de lâcher Danjuma pour la même raison. Si Danjuma part en profondeur et qu'il a juste le but, enfin Neuer et Upamecano qui part forcément avec un temps de retard puisqu'il n'est pas à son marquage, bah évidemment c'est très dangereux. Voilà le principe de base. Après, je te laisse expliquer un peu comment Villarreal, justement, donc avec les idées d'Unai, arrive à donner le ballon à Lo Celso, par exemple. Bah en fait, ce qui est très très intéressant sur cette séquence, et ça permet de dire vraiment le niveau de, j'allais dire de vice, mais de compréhension de l'adversaire, d'empathie tactique d'Emery, c'est qu'à l'époque, le Bayern, sur le papier, ils ont deux attaquants. S'il y avait une pointe seule en face un milieu Busquets, Müller allait plutôt le prendre. Et s'il y avait deux milieux de terrain, on allait avoir une attitude plutôt zonale de Müller et Lewandowski. Et là, on va voir qu'ils vont, comment dire, ils vont faire semblant d'avoir une simple pointe basse et Parreiro va décaler littéralement Müller et on va passer par Capoue qui remet à Parreiro, qui remet à Lo Celso. Et Lo Celso, il est juste assez haut pour pas être pris par Gnabry et assez bas pour pas être pris par Davis. Ça veut dire que c'est vraiment un travail millimétré, dictatorial et ultra directif de l'entraîneur en fonction du pire scénario pour l'adversaire. Donc on est dans une approche qui est vraiment prospective, qui est vraiment statistique, qui est vraiment quantitative, mais qui est poussée à l'extrême et de toute évidence, ça marche. Et il va y avoir but sur cette action. Le pressing est cassé et derrière la défense aussi va être battue avec un jeu, avec la limite du hors-jeu, etc., etc. Mais voilà, c'était juste pour dire le niveau de détail, c'est-à-dire qu'Emery, il a vraiment une compréhension hyper profonde de ton système défensif ou offensif et va essayer de t'opposer la pire approche. Et si on regarde les buts marqués par Villarreal dans cette aventure européenne, notamment contre l'Atalanta, on va avoir des buts complètement différents contre une approche défensive complètement différente. Ouais. Donc ça, c'était un exemple avec deux équipes. Le PSG n'est pas le Bayern, mais quand même, par moment, a cette approche très proactive et prêt à aller chercher très haut. Et au contraire, Villarreal était totalement infusé des idées d'Unai, tout comme son Aston Villa est aujourd'hui une équipe qui est totalement la sienne, puisque ça fait quand même 2 ans et demi qu'il est là-bas maintenant. Bah oui, s'il y avait encore Ten Hag à Manchester, ça fait quand même déjà un petit moment. Donc voilà. Est-ce que sur la façon d'attaquer d'Aston Villa, tu veux rajouter quelque chose par rapport au PSG, ou est-ce que tu veux qu'on avance un peu voir un peu ce qu'on avait évoqué en avant-podcast, à savoir comment le PSG peut s'adapter à tout ça?
Oui, et juste en introduction par rapport à tout ça, moi, ma conviction, en tout cas, et l'idée que je cherche à, comment dire, à transmettre dans cet avant-match, euh, bon, c'est pas gagné, parce que si Aston Villa prend le match en main, ils peuvent casser le pressing, ils peuvent carrément marquer des buts au parc sans parler des coups de pied arrêtés et de tout ça. Mais bien sûr que Paris va pouvoir s'adapter et on va en parler. Il y a une équipe qui a trouvé un peu le némésis tactique à Unai Emery et qui a fait un très très bon travail récemment, c'est Chelsea. Mais du coup, juste pour introduire tout ça, si le PSG gagne 1-0 ou 2-0 et qu'Aston Villa est littéralement annihilé offensivement et qu'on voit rien d'Aston Villa ce soir-là offensivement, ça voudra dire que le PSG a fait un énorme travail sur l'animation offensive d'Aston Villa. Ça voudra pas dire qu'Aston Villa est nul. Et, euh, et maintenant, si on peut parler de ce fameux plan de Chelsea. Juste pour rappeler un truc, Aston Villa est quand même une équipe qui a fini dans le top 8 de mémoire. Non, pas top 8, ils sont finis 9e justement parce qu'ils jouent Bruges ou en barrage. Ils jouent Bruges en barrage ou bref, ils ont quand même Ils sont, fini. Ils sont 8e, je crois. Oui, ils sont 8e et ils jouent ils Bruges sont en. top 8, si, ils sont Oui, top c'est 8, ça, top 8 Aston ils sont Villa. top 8 et ils jouent ensuite Bruges en 8e et pas en barrage. Ça veut dire quelque Tout à fait. chose. On finit pas globalement à ce niveau-là par hasard. Ils ont battu le Bayern chez eux. C'est pas rien, il n'y a pas grand monde qui a battu le Bayern. Ouais, je sais que je m'étais déjà planté la dernière fois qu'on en avait parlé. Mais ce tour de barrage me trouble énormément, vous savez. Donc voilà, c'est une très bonne équipe. Ils ont fini 4e de Première Ligue l'an dernier. Ils se sont renforcés depuis. Je le répète, c'est vraiment une très très bonne équipe. Alors, ça fait pas rêver parce que c'est marqué Aston Villa. Aston Villa, c'est quand même un club historique du football anglais. Lille a fini devant, Lille n'a pas eu le même calendrier non plus. Euh, ne croyez pas que parce qu'ils jouent à Birmingham, parce qu'on les connaît pas très bien, tout ça, c'est une équipe pimpin. C'est pas du tout le cas. Et l'entraîneur est très au fait. Alors après, c'est vrai que Luis Enrique a quand même plutôt un bon historique face à Unai. Mais comme tu le dis, et tu as raison de le redire, ce n'est pas une équipe facile à jouer. S'ils sont sur 7 victoires consécutives en Angleterre, 7 victoires consécutives en Angleterre, pas qu'en première ligue, donc c'est aussi la coupe confondue, c'est très 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 grosse performance. C'est pas le genre enfin c'est des séries que font en général des City, des Liverpool, des Arsenal quand ils ont pas de blessés ou ce genre de choses. Donc faut vraiment se rendre compte de la qualité de l'équipe qui va venir au parc. Est-ce que c'est plus fort que Dortmund l'an dernier? Ah moi je pense que oui, collectivement c'est plus fort, l'entraîneur est meilleur. Peut-être qu'ils n'ont pas un joueur ou deux que Dortmund a pu avoir. Je pense notamment est-ce qu'ils ont un joueur de la qualité théorique de Sancho ou autre, je sais pas. Mais Même Schlotterberg, même avec tout le respect qu'on a pour leurs défenseurs. ah oui, Schlotti est un top défenseur, je suis bien d'accord. Mais bon, eux, ils ont quelques joueurs de Dortmund l'an dernier, mais on les verra pas normalement parce que Madsen est le remplaçant de Digne et Malen n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Et ça, c'est très bien qu'il soit pas qualifié parce que c'est vraiment un joueur qui s'est fait mal à Paris. Victor, je te laisse revenir un peu peut-être côté PSG sur comment s'anticipe cette chose, Alors cet juste affrontement. avant, Vas-y, je t'envoie une petite capture pas de souci. théorique, mais franchement, j'aurais pu t'envoyer un truc de Liverpool. Euh, hop, voilà la petite capture. Alors Et en c'est fait, je ah, voudrais juste sur l'image qui va arriver, qu'on regarde le positionnement de Dembélé. Je vais attends, essayer de trouver l'équivalent contre Liverpool, je, histoire je, que ça ait je, du je sens. vous propose tout ça. Là, nous sommes au firmament de la technique. Je peux vous le dire. Attendez, hop, Exceptionnel. Martinez, Dembélé. Bon, le point vert, vous saurez que c'est le gardien. Je peux pas faire mieux, sinon je déforme l'image. Attendez, je repasse sur. Voilà. Donc vous voyez, nous avons en claret, donc le fameux rouge Bordeaux, c'est Aston Villa, et Victor vous a mis le PSG en bleu avec donc les joueurs attendus, que ce soit Barcola à gauche, Gvara à droite, Vitinha, Neves, Ruiz, bref. Ce qui est pas important, ce qui n'est pas important, ce sont les noms. Ce qui est important, ce sont plutôt les positionnements des uns et des autres. Victor, je t'en prie, qu'est-ce que tu voulais rajouter sur ce schéma de base? Là, je suis prêt, je fais des flèches, j'ai tout sous la main. Là, je n'attends plus Bah, que toi. c'est un truc que j'ai mis, je te cache pas, quelques années à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, c'est assez net. Donc là, c'est très clair que Barcola oriente Konsa vers l'intérieur, Ouais, ouais. vu la course qu'il fait. Mais Dembélé était aussi à l'intérieur, mais lorsqu'il courbe comme ça, en coupant la passe vers le gardien, Dembélé aussi, avec ce positionnement, force Konsa à jouer vers les marquages, et on va pas se répéter, là où Paris croit être à 3 contre 3, ils sont à 3 contre 4. Donc jusque-là, c'est logique. Et du coup,
je Parlons vous ai, maintenant de... je vous ai mis en blanc la fameuse illustration. C'est exactement le même schéma que tout à l'heure, sauf qu'à la place que Sasa Buendia, ce serait Asensio, avec pareil le milieu A3 du PSG qui est à manipuler comme l'avait été celui de Manchester United à l'époque. Je t'en prie, tu peux reprendre. Et donc, du coup, en regardant cette potentialité, qui pourrait être aussi une passe pour Ramsey si Fabien Ruiz, enfin bref, on va pas refaire le développement de tout à l'heure. Maintenant, donc, regardons le plan de Chelsea. Donc, parenthèse, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc, récemment, il y a eu un Aston Villa-Chelsea, donc il vaut son pesant de cacahuètes, parce que les deux équipes se battent pour la course en Champions League. Et Aston Villa a gagné. Ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté, ce qui est tout à leur honneur, et ce qui est aussi une galère de plus avec Unai Emery. On pourrait largement faire un podcast sur les coups de pied arrêtés de ce match. Euh, Aston Villa a créé 0 décalage dans le jeu placé dans ce match contre Chelsea. Et ce qui est intéressant dans ce match, donc que Chelsea, on va dire, a gagné tactiquement, d'autant plus qu'ils ont marqué sur une contre-attaque à la 7e minute, il me semble, Mm. c'est que en fait, ils ont relativement, on va dire, Pedro Neto et Enzo. Donc Enzo, c'est le 10. Il faut suivre parce que Rhys James, on va voir que c'est le 6, Ah, alors attendez. qu'il est latéral d'habitude. Merde, attendez, je me suis trompé. Voilà, je vous entoure Enzo Fernandez avec McGinn qui est le duel axial. Enzo Fernandez, donc le milieu offensif, en gros c'est le 10 de Chelsea, hein, pour résumer. Et tu m'as dit c'était qui l'autre à entourer? Neto. Ah, Neto avec Tillmans, c'est ça? Avec Tillmans ou avec Mings, c'est ça qui est Et intéressant voilà, justement. c'est là où l'ami Pedro Neto il a double rôle. Oui, et Voilà. il y en a beaucoup qui ont un double rôle, et cette notion de double rôle va être absolument primordiale, parce que là, ce qu'on peut remarquer, si on doit synthétiser, ils ont relativement abandonné Mings et Konsa. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette approche, il y a plus de 4 contre 3, et du coup, les marquages sont échangés avec fluidité. Et si, parce qu'à un moment donné, ils vont pas non plus laisser Konsa libre pendant 1 heure, on voit que si Nkunku, qui est donc ailier gauche, est battu par Konsa, Cucurella sort direct. Et si Enzo choisit, parce que les circonstances le dictent, de sortir sur Konsa, Caicedo va sortir direct. Mais ce qu'ils vont bien faire, Chelsea, ce soir-là, ils vont le faire vraiment dans un timing absolument parfait. Et surtout, et là, je peux pas imaginer que Paris va pas regarder ce match et en tirer la moelle défensive. Quand on regarde le comportement des défenseurs, notamment Colwill et notamment Cucurella, on va voir que sur ce match-là, ils vont sortir. Mais alors là, c'est pas sur le temps de passe, c'est vraiment encore plus que sur le temps de passe. Je vais essayer de choper une capture au bon moment parce que c'est des gifs que j'ai mis dans l'article. Mais en tout cas, quand on voit les images, il n'y a aucun doute. Ça a été théorisé du côté de Chelsea. Donc évidemment, nos amis Beraldo notamment, et Nuno et Hakimi, et Pacho bien entendu, vont devoir être irréprochables dans cet aspect si jamais Paris déclenche. Mais du coup, je m'égare. Pour revenir à Dembélé, sur les matchs précédents, donc, il était vraiment pas face au porteur, il était sur le côté du porteur pour le forcer à jouer vers l'avant. Moi, je pense qu'on peut tabler sur un Dembélé, ou en tout cas celui qui va jouer avant-centre, relativement passif, et donc du coup en aide au milieu de terrain pour couper la passe vers le 4e joueur. Donc si je comprends bien, Dembélé ne serait pas forcément comme d'habitude à courir comme un poulet vers le gardien, mais plutôt à venir surveiller, comme je vous le mets là, des Tillmans ou voire des McGinn et tout ça quoi. Ou contre ça. Moi, je le vois en fait, il va couper la passe vers le joueur libre, et certainement sur un schéma, il va, je pense, D'accord. sur un schéma travaillé. Et là, je t'envoie, si tu veux, une petite capture qui pourrait montrer Paris qui Je vous, copie Chelsea. À mon je, avis, ça donnerait à peu près ça. je vous copie ça et je vous partage ça. Je suis désolé pour ceux qui écoutent en audio, ça risque d'être assez désagréable. Honnêtement, c'est peut-être un podcast pour une fois à vraiment écouter sur YouTube au plus vite. Parce que c'est très schématisé. Il y a beaucoup de choses à partager. Attendez, hop, voilà, je vous le partage. Attendez, je suis désolé, je vais vous écraser un peu la perspective. C'est pas très grave, c'est pour que vous puissiez me voir. Donc, notre ami Dembouz, il est là en rouge, vous le voyez, et en fait, il va se débrouiller pour effacer un peu tous les autres, que ce soit McGinn ou en fait, tenir un peu la grande zone autour de lui, quoi, de par sa position. Et si on regarde cette image, elle permet à Fabian Ruiz, par exemple, de se focaliser sur un éventuel Rogers ou un éventuel Ramsey qui viendrait à l'intérieur. Mais le grand gagnant avec cette approche donc plus passive, c'est Beraldo. Parce que là, Beraldo, il a plus à penser à devant et à derrière en même temps.
il pense à son alignement et il pense à aider Hakimi aux côtés de dans son duel face à Rashford en cas de jeu long. Et donc, Et attends, moi je vois un autre ayant atout, c'est que t'as Pacho qui peut comme ça s'occuper de gérer vraiment la profondeur avec sa vitesse face à Watkins ou Rashford et qui est en mesure de lui de courir vers son but, là où Beraldo n'est pas forcément très bon pour courir vers son but. exactement. Et donc du coup, ayant dit tout ça, eh ben moi ça ne m'étonnerait pas totalement que le PSG descende sous les 60% de possession de balle par exemple. D'accord. Mais ayant dit tout ça, ça serait pas si insensé que ça. Ok, ok. Parce que justement, Aston Villa va tenter de chercher ce fameux quatrième homme et ça va lui prendre du temps. Ou parce que le PSG veut provoquer l'erreur d'Aston Villa. Parce que je pense qu'il vaut mieux que le ballon circule entre Mings et le gardien et le central droit, plutôt qu'il passe son temps à faire du ping-pong, parce que c'est quelque chose qui sera l'objet d'un article qui va sortir là sur Sky, donc en accès libre, dans quelques jours. Et quand même, une des réalités de Liverpool-PSG, c'est que toutes les actions, notamment du début du match, où Alisson a eu l'initiative du jeu pour allonger, Liverpool a déséquilibré Paris et avec du rythme. Je ne sais pas si vous vous souvenez la façon dont ils ont joué les touches, les remises en jeu. Liverpool, clairement, il y avait Ouais. l'obsession de vite remettre le ballon en jeu pour mettre le feu. Hmm. Donc un rythme bas, c'est peut-être pas si mal pour Paris D'accord. Et pendant la phase défensive. non, j'entends. Et c'est marrant, c'est que ce que tu décris, le positionnement de Dembélé, fait beaucoup penser à ce que Luis Enrique avait fait d'ailleurs à la Real Sociedad. À savoir, Dembélé axial, deux ailiers qui étaient à l'époque Mbappé à gauche et Barcola à droite, et Ousmane qui n'est pas avant-centre, mais au contraire 10. Et le PSG jouait une sorte de losange avec Ousmane qui était pas autant avant-centre qu'il l'est cette saison, mais le joueur offensif axial par définition. Et là, ce que tu décris, on semble être reparti pour quelque chose un peu de la sorte. Un peu comme on me cite sur le live, effectivement, le marquage individuel sur Emre Can à Dortmund, ça serait peut-être effectivement, plutôt que de marquer les centraux comme il le fait d'habitude, peut-être d'aller marquer le 6, si je comprends l'idée un peu. Un petit peu, ouais. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu, c'est la Champions League. On est là pour annuler l'adversaire. Donc, quand l'adversaire ne montre pas ce que tu as annulé, même si ta production est relativement minimaliste, comme pourrait l'être la production de Paris offensivement, toute proportion gardée, on pense que tu as fait un mauvais match. Mais Luis Enrique et son staff travaillent énormément, naturellement, dans la préparation des matchs, encore plus de Coupe d'Europe. Et tous ces ajustements ont du sens. Ce qu'il a fait à Munich, ça avait aussi du sens. Mais en tout cas, là, moi, sur ce match-là, ça ne m'étonnerait pas totalement parce que, en tout cas, si on se met du point de vue Aston Villa, c'est pas forcément une mauvaise idée d'attaquer, surtout dans le match aller où il n'y a pas Marquinhos. Et tu te dis, bah, si je peux gagner 3-1 au Parc des Princes, je suis pas qualifié, mais j'aurais fait une partie du chemin. Donc, il y a quand même, on peut penser qu'Aston Villa va être entreprenant au Parc des Princes. D'accord. Et justement, on peut pas évoquer Unai sans ses mauvais côtés, ce côté un peu c'est pas méchant que de dire qu'Unai est un peu un cagone, un peu un peureux. Ça lui a souvent un grand anxieux, on peut dire. Euh, Est-ce que tu imagines Unai peut-être comment dirais-je, se renier un peu au match aller, enlever un attaquant, rajouter un milieu. En gros, au lieu de créer le quatrième homme par les mécanismes que tu as cités, est-ce que tu l'imagines pas finalement enlever un des attaquants pour rajouter direct un milieu? Alors, il faut savoir qu'Aston Villa, notamment sur la deuxième année, parce que là, c'est le rugby fanboy qui parle, faut pas oublier qu'Unai Emery, il a envoyé Aston Villa en Champions League dès sa première année complète. Il a failli le faire sur sa première année, il récupère Aston Villa moribond qui joue le maintien avec Steven Gerrard. Mais donc, sur cette première année complète, donc l'année où on peut penser qu'il va vraiment mettre en place la vision qu'il a pour ce championnat, ce contexte et cette équipe, il défend plus ou moins à 5 défenseurs à tous les matchs, si je dis pas de bêtises. En phase défensive, il passe à 5. D'ailleurs, la finale de l'Europa League 2019, c'est défense à 5 contre défense à 5. Donc Aston Villa, Unai Emery, c'est pas quelqu'un qui exclut l'idée de défense à 5. Contre Paris, ça aurait du sens, mais là où ça n'aurait pas de sens, et c'est quelque chose qu'on avait développé dans le podcast sur Luis Enrique, quand on parlait de la constance et de Pochettino, etc., il sait, enfin, j'allais dire n'importe qui, il sait, rien n'est si évident, mais
quand même, contre le PSG, tu n'as pas grand-chose à gagner à laisser le PSG s'installer dans une possession qui dure. Donc c'est pour ça que Ah je le non. vois pas non plus. Je crois que c'est ce que tu peux faire de pire. Parce qu'à la fin, tu te fais lessiver. Les mecs s'inversent des positions, t'arrives à suivre, tu suis, au bout d'un moment, clac, tu décroches. Ce qui est arrivé à l'OM, hein, par exemple, au Parc, sur le deuxième but. Et là, bah, c'est fini, quoi. Paris a enclenché, et tu cours derrière. Eux, ils savent où tu es. Eux, ils savent où ils sont, les joueurs parisiens, et toi, tu ne sais plus où tu es parce que t'es là, genre, mais attends, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il devrait pas être là, etc. Et là, c'est fini. T'as un temps de retard, et le temps de retard, tu le rattrapes que à la fin de l'action, globalement, quoi. À moins qu'il y ait un miracle ou t'aies une erreur technique des joueurs, mais voilà. Euh, Côté parisien, tu as évoqué donc l'éventuelle adaptation de Dembélé. Est-ce que tu imagines peut-être une autre adaptation ou pas du tout? Ou au contraire, tu penses que Lucho sur ce Bah, match aller va rester fidèle à ses principes? Marquage individuel au milieu, zone derrière, on presse fort. Bah non, justement, on presse pas si fort que ça, selon toi. justement, je suis très curieux de voir le pressing que Paris va déployer parce que on peut noter sur les derniers matchs, notamment Liverpool, qui est quand même pas l'équipe la moins verticale du monde, que le PSG a été extrêmement téméraire d'un point de vue défensif. Donc Hakimi était très souvent sur Robertson et la défense se décalait pour produire cette pression totale. Ce serait une bonne idée contre une équipe qui n'a pas de profondeur. C'est ce que Guardiola avait fait contre le Barça de Luis Enrique, notamment en 2015, même s'il avait changé son fusil d'épaule. Mais si tu fais ça, et là on peut parler du match entre Aston Villa et Manchester City, tu es face à une équipe qui n'en est pas à son coup d'essai et surtout qui va préparer le match avec beaucoup de scénarios. Après, il y a une chose qu'on peut ajouter, c'est que, et puis ça peut concerner un éventuel adversaire futur en demi-finale, c'est qu'Aston Villa a été largement dominé il y a quelques semaines à, à l'Emirates contre Arsenal. Et là, pendant 1 heure, ils ont pris un bouillon mais monumental. Ils étaient en 6-2-2 tout le match. Euh, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à égaliser. Ils ont mis un but, un contre son camp de Mikel Merino sur un centre vicieux de Digne. Et derrière, ils ont mis un but, je sais plus si c'est sorti de corner ou sorti de coup franc. Le centre du gauche de Matikash, on dirait qu'il est gaucher. C'est incroyable. Et la reprise de Watkins, elle est tellement propre. Donc tous les scénarios sont possibles, mais honnêtement, je vois pas Aston Villa trop passif. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer si Paris est vraiment dans un pressing kamikaze. Mais je peux pas croire que Luis Enrique ne va pas avoir une approche plus raisonnable Ouais. que d'habitude. Quitte à changer pour le match retour. Faut pas l'oublier, ce n'est que le match aller. Et ensuite, le PSG a une semaine, enfin 6 jours pour le préparer le retour, là où Aston Villa va devoir quand même jouer en première ligue, puisqu'ils ils vont à Southampton qui vient d'être relégué officiellement, mais il faut quand même jouer le match. Donc il faut prendre les 3 points. Donc faut pas faire n'importe quoi. Donc l'aller n'est pas comment dire, c'est pas une finale, ce n'est qu'un quart de finale. Allez, il y a une approche peut-être plus prudente. C'est possible qu'il y ait aussi déjà de premiers ajustements. Si c'est pas au bout de 5, 10, 15 minutes, ça peut être dès la mi-temps. On se rappelle qu'il y a eu des ajustements. Un huitième de finale aller de Ligue des Champions contre la Real Sociedad où Luis Enrique a changé beaucoup de choses dès la mi-temps. Quand il avait inversé Ruiz et Vitinha, qu'il leur avait dit arrêtez de faire n'importe quoi, jouer et tout ça, tout ça. Il y avait une adaptation tactique derrière avec l'échange de position Ruiz-Vitinha. Sur la façon, enfin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet affrontement à venir entre Emery et Luis Enrique? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose juste sur Emery? C'est ton Ouais, podcast, vas-y. juste sur les approches que Villa pourrait avoir, il faut aussi souligner que face à Manchester City et face à Arsenal, Tielemans a joué numéro 10, donc une option plutôt défensive. Ouais. Mais s'il l'a fait contre City et contre Arsenal, bon, il y a pas fort à parier, mais on peut penser qu'il va le faire contre Paris. Et tu parlais il me semble que Tielemans est passeur décisif ce week-end, c'est ce dont tu parlais Oui, tout à c'est ça, l'heure. exactement. Excellente balle longue pour Rogers. Et en fait, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Il est également passeur décisif contre Manchester City. Je vais essayer de te retrouver la capture rapide. Sur une phase de pression haute de Manchester City. Je vais te la retrouver tout de suite. Hop, tac. Et en fait, je finis l'article, je sais plus, c'est le 1 ou le 2 avec cette idée. Et Tielmans est l'illustration parfaite de cette idée. Donc là, juste, je t'envoie
On voit la photo. Donc là, la défense en jaune, c'est Manchester City, c'est le back four. Il a pris trop de flèches, trop de ronds. Ça, c'est le pressing kamikaze que le PSG pourrait faire, en gros. Pardon. Ça, c'est si tu refuses le quatrième homme par ta défense. Et donc là, Tielemans, il est au but. J'avais fermé le micro, donc ouais. attends, excuse-moi, j'avais fermé le micro sans m'en rendre compte parce que j'étais en train de gérer un truc. Donc je vous disais, en jaune, là, les flèches jaunes que vous voyez, c'est la défense de Manchester City et donc Aston Villa attaque depuis le haut vers le côté en bas à droite de l'image. Voilà. Je t'en prie, continue. Ouais. Et donc du coup, Tielemans là est pris par John Stones. Il est emmené sur son pied gauche et ce qui est fou, c'est qu'il va trouver l'angle sans se tourner. Évidemment, Champions League, c'est que des moments comme ça où la différence se fait. Et il va trouver Rodgers lancé et donc Duran, qui était l'attaquant avant-centre à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements cet hiver à Aston Villa, aurait carrément pu rester hors jeu et le pressing va être battu. Et en fait, cet angle de passe de Tielemans, il est remarquable. Et ce qu'il faut dire quand on parle d'Emery, parce qu'Emery, j'allais dire dans l'imaginaire collectif, le premier à le dire, est prodigieux avec Emery, c'est qu'il gagne l'Europa League et il fait demi-finale de Champions League avec Villarreal, où il y a des joueurs qui pourraient sans problème signer à Montpellier. Et donc, on va se dire, il est fort, il gagne avec des joueurs vités, des joueurs moyens. Tielemans, il a joué la Champions League avec Anderlecht quand il avait 16 ans. Ça veut dire que il n'y a pas de joueur moyen en fait en Champions League. Et paradoxalement, le football d'Unai Emery est basé sur la qualité individuelle. L'action de tout à l'heure de Villarreal, pour réaliser les angles qu'il va réaliser, il faut être un joueur exceptionnel. Et Etienne Capou, sur le plan strictement intrinsèque, et Parejo, c'est la même chose, il fait un joueur exceptionnel. Lo Celso, s'il ne blesse pas, il est titulaire dans l'Argentine qui va gagner la Coupe du Monde. Donc c'est encore plus effrayant pour Paris de se dire que tous ces gars-là, Rodgers, Tielemans, etc., c'est des faux petits joueurs. C'est pas des petits joueurs ni des moyens joueurs. Et donc du coup, il faudra vraiment donner du crédit au PSG si Aston Villa est éteint dans l'utilisation du ballon. Oui, non, en fait, c'est des joueurs qu'on peut considérer comme le sous-top européen, mais ça reste des très 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 bons joueurs. Hein. La plupart des joueurs, Digne, on voit, il est pratiquement, il est pas loin des titulaires en équipe de France. Konsa est titulaire avec l'Angleterre ou pas loin. Mings c'est quand même un joueur qui est souvent appelé en sélection. Tillman c'est titulaire. Enfin, il y a que des internationaux dans cette équipe. Ils sont pas là juste parce que Unai Emery fait de la magie ou de la sorcellerie. Hein. Non, non, c'est aussi comme tu le dis de très bons joueurs. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, il y a, je trouve, une vraie problématique tactique et une vraie réponse à apporter côté PSG. Peut-être même, c'est une équipe, je pense, à celui-là qui, de par la personnalité d'Unai, ses micros ajustements dont tu parlais tout à l'heure, est plus dur à lire probablement que Liverpool au tour précédent. Ouais, puis tu dois te lire toi-même, tu dois deviner ce qu'ils vont lire chez toi. En plus, ouais. Bon. On nous dit arrêtez de vendre la peur. Non, mais c'est pas vendre la peur. C'est que si, Victor ne prend pas mal, mais si Victor est en mesure de vous dire un peu à l'avance ce que Aston Villa pourrait proposer, évidemment que l'analyste tactique du PSG, Raphaël Paul, il va le voir. Enfin, le mec, Victor le dira lui-même, il est dans le métier depuis 25 piges, il a connu les plus grands tacticiens, il le sait. Il le sait, c'est juste une preview tactique des choses qui pourraient arriver. Et c'est possible que ça n'arrive pas parce que Unai va faire un autre choix, parce que le PSG va s'adapter de façon formidable, d'une façon qu'on n'avait pas vu venir, parce que tout simplement l'individualité attendue ne sera pas au rendez-vous, et ça peut arriver. Le football, ça reste un sport joué par des joueurs, et des fois, le mec est pas dedans, et ça se fait. Oui, Raphaël Paul, il est premier adjoint, mais c'est une personne importante, et j'ai dit citer lui, mais j'aurais pu en citer un autre. Mais c'est juste que lui, il est connu. Et il est revenu il y a pas très longtemps et il a un rôle très important près de Luis Enrique. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas histoire, on ne vend pas la peur, mais juste c'est ce qu'on explique, c'est que Unai est un très très bon micro-tacticien et que Aston Villa est une bonne équipe. C'est pas un match que tu vas gagner en te présentant au coup d'envoi. Je veux pas être méchant, hein. Le PSG depuis la trêve internationale, on a joué Saint-Etienne, Dunkerque, Angers. Si les trois jouent en D2 l'année prochaine, enfin en Ligue 2, pardon,
c'est pas non plus la surprise du siècle. Hein. Là, on va passer d'équipes médiocres, mais moyennes, voire médiocres, à le top 8 européen quand même. Donc, préparez-vous, c'est un gros match qui arrive. C'est un très gros match avec un adversaire qui est de très grande qualité. Voilà, c'est juste ça. C'est une preview tactique. Comme l'a dit Victor tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui va se passer. Et il y a des fois, tu penses que ça va se passer comme ça et ça se passe pas du tout comme ça. Le football appartient à ses acteurs, n'appartient pas que aux analystes en tout cas. Voilà, Victor. Excuse-moi pour cette mise au point, mais c'est important de remettre un peu tout en perspective. Je t'en prie, je voulais juste compléter ce que tu dis sur ce thème intéressant de vendre la peur. On vend pas la peur, on vend le crédit. Le crédit à Aston Villa, le crédit à Emery, le crédit à ces joueurs-là, donc notamment Thielmans et tout, qui sont des joueurs exceptionnels, et surtout, puisqu'ici on est dans un podcast PSG, le crédit au PSG en cas de match avec un faible rythme, en cas de match avec une production famélique offensive de l'adversaire et un spectacle global médiocre. L'ambition de ce podcast, c'est aussi de montrer que si le match est chiant, avec un rythme bas, qu'Aston Villa ne produit rien et que Paris marque j'allais dire deux ou même un seul but et gagne 1-0, bah, c'est parce que Paris aura fait un énorme travail en amont. Et j'ajoute que là, on parle uniquement d'animation offensive de l'adversaire. Mais quand tu prépares le match, il faut que tu te prépares aussi défensivement, dans les transitions, dans les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs. Et je te laisse imaginer la quantité de travail que tu vas avoir contre Unai Emery sur ce plan-là, parce qu'au PSG, on est bien placé pour se souvenir qu'il y a des matchs comme OM PSG ou même la remontada, parce que c'est un coup de pied arrêté qui aurait dû clore l'affaire ce soir-là à Barcelone. C'est aussi un des gros points forts de Emery. Donc parfois, une équipe de foot, c'est aussi savoir bien défendre, contenir les qualités de l'adversaire pour passer une étape qui est beaucoup plus dure que ce qu'elle en a l'air. Voilà, tout simplement. On a globalement fait le tour. Donc toi, de ton côté, tu vas publier encore sur ton Substack un article ou deux encore, ou tu as déjà tout publié sur Substack je me souviens plus, parce que tu as tellement de trucs que tu dois publier, je me perds un peu. Excuse-moi, Victor. Fais tes annonces. Et je t'en prie, j'ai déjà publié les 2 articles sur le Substack. Donc vous pouvez vous abonner au mois. Ça coûte 5 euros par mois, sans engagement. Et vous pouvez acheter les articles aussi à l'unité. 4 euros un article, 7 euros les deux. Mais les articles que je vends donc sur Substack, ils parlent que d'Emery avant Paris. Et enfin, il parle aussi d'Emery donc dans la projection de ce match, je dis des bêtises. Et l'article qui va sortir en accès libre sur Sky, il parle quasi exclusivement de Liverpool PSG. Et bien entendu, quand tu as vu ce qu'Emery fait contre des marquages comme ceux du PSG et ce que Liverpool a montré, parce que notre ami Trent notamment a été ce fameux 4e homme, bah, tu peux penser que les marquages du PSG, on va tenter de les manipuler, en tout cas du côté d'Aston Villa. Mais l'article qui va sortir en début de semaine, c'est Liverpool-PSG, un match qui était forcément, comme tout le monde qui joue à Anfield, pas maîtrisé de bout en bout. Et il y aura aussi un article sur Bayern Inter d'ailleurs et Arsenal Real qui pourra intéresser les Parisiens, bien sûr, puisque le PSG croisera avec le vainqueur d'Arsenal Real. Oui, le PSG se qualifie, Il rappelons-le. qualifie, ouais. Voilà, parce que sinon, ça serait peut-être Aston Villa qui va croiser. Tout le monde attend PSG Real, ça serait peut-être Arsenal-Aston Villa, ça va nous faire tout drôle. Mais bon, on n'en est pas là. Je voudrais remercier les subbers, parce que vous avez été quelques-uns. Merci à Saint-Just 1793, merci à Patrice 369, à Club 151, à Dawit 97, à JP Bou. Et voilà, c'était tout pour ce soir. On espère que ça vous a plu. Alors, je répète, si vous êtes dans votre voiture en train d'écouter ou à la salle de sport, c'est peut-être pas le meilleur podcast pour vous, je suis désolé. En revanche, il sera posté en replay sur YouTube pour que vous puissiez mettre en pause pour bien visualiser ce que Victor a expliqué, parce que ce sont des concepts quand même tactiques assez poussés par moment qui ont été développés. Je comprends que ça prend du temps, que des fois il faut mettre en pause, revenir et tout. Voilà. Pourquoi Simon était là en emploi fictif? Alors je le cite. Je n'arrive pas à me connecter à Twitch, donc nous avons affaire à une authentique brêle, voilà, pour dire les termes. C'est pour ça que Simon était venu écouter directement à la source. Mais je suis encore là, doucement. Je sais, Simon. Tu veux saluer les gens, peut-être? Bonjour, quand même. Évidemment, bisous à tous, et profitez de la fin de saison. Voilà, parce que Simon, je crois pas qu'il a prévu de faire le mot podcast. On est dit le crack est là, et oui. Simon, pour un petit podcast à écouter parler tactique, était évidemment de passage. Sur ce, merci Victor pour toutes les explications, merci pour l'étude en amont, parce que ça représente des dizaines d'heures d'observation. Quand tu observes les matchs, tu vois le match, tout ça, mais
pour vraiment identifier les déplacements des uns par rapport aux autres, etc., etc., il faut revenir en arrière, faut trouver l'angle de caméra où tu vois tout aussi. Voilà, ça représente beaucoup de travail. Il faut quand même que les gens se rendent compte. L'analyse vidéo d'un match de foot et encore plus d'un entraîneur, c'est d'une richesse pratiquement infinie, quoi. Oui, non. Bah, merci à toi, Philo. Ah bah, de rien. Et bravo pour la qualité de tes flèches et de tes ronds. Ah bah, C'est exceptionnel. nous remercions le formidable outil Paint.net en direct qui me permettait de faire ça. Merci à lui. Comme Mais je c'est dis- pro, c'est pas comme mon paint à moi. Oh non, c'était pas si mal. C'était pas si mal. J'avais une bonne base. Un petit gros taf, ça se voit. Bah oui, je vous confirme que l'ami Victor a beaucoup travaillé. Sur ce, nous, on se retrouve demain soir pour un podcast tout à fait classique. On parlera PSG Angers un petit peu, mais pas trop parce que c'était quand même très nul. On parlera du 13e titre. On parlera de la confrontation PSG Aston Villa avec un œil moins tactique évidemment. On parlera peut-être un peu plus compo. On parlera peut-être plus du PSG parce que ce soir on a effectivement beaucoup parlé d'Aston Villa et d'Unai parce que même si à Paris il n'a pas forcément été le vrai Unai Emery, c'est quand même un entraîneur très riche et surtout avec 4 coupes d'Europe au compteur. Faut quand même pas l'oublier, c'est pas rien. Donc on se retrouvera demain à l'heure habituelle. Ne vous inquiétez pas, c'était juste un extra. Sur ce, je vais remercier donc Victor d'être passé. Je sais pas quand Victor reviendra. On refera comme ça peut-être des épisodes un peu spéciaux si ça vous a plu. Visiblement, vu les retours que j'ai eu sur le live, ça vous a un peu plu. Pas des podcasts très longs, mais comme ça, 1 heure, 1h05. Alors, ce sera pas forcément toujours aussi précis d'un point de vue tactique et besoin de regarder, mais en tout cas, je vous promets, il reviendra. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. Un immense merci pour votre fidélité. Merci d'être passé un dimanche soir. On a tous des choses à faire. Et à très vite. Merci. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Victor, il n'a pas l'habitude. Il dit pas au revoir. Il vous dit rien. Mais il vous embrasse. J'en suis persuadé. Ciao, bonne soirée à tous. Je sais que ça avait coupé. Merci à tous, bonne soirée à tous. À très vite. Et n'oubliez pas, vive l'open source comme toujours. Bisous tout le monde.